Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui je vous fais une petite vidéo format un petit peu plus long parce que je voulais aborder un thème avec vous que j'ai trouvé super intéressant. C'est une youtubeuse canadienne qui avait proposé une vidéo comme ça sur YouTube du coup je me suis dit que ça pouvait être une super idée de pouvoir faire pareil. C'est aussi un moyen pour moi de vous présenter les furets, peut-être sous un angle un peu nouveau et puis surtout vous présenter l'année qu'on a eue avec Anso en tant que propriétaire de nos premiers furets et du coup faire un petit bilan finalement après un an de ce qu'on a appris. Voilà, j'ai sélectionné quelques trucs que j'ai trouvé intéressants. Je vais essayer de les partager avec vous sans forcément... c'est pas un top, donc ça va pas du plus important au moins important. J'ai essayé de faire une petite cohérence quand même, mais c'est 21 choses qu'on a trouvées super intéressantes et qu'on est content d'avoir appris cette année. Alors, juste avant de commencer, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, je vais faire mon possible pour pas trop parler, etc. Mais dans tous les cas, ce que je compte faire, c'est essayer de pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Et n'hésitez pas, surtout s'il y a un des points que vous trouvez intéressant et que vous voulez en savoir plus, parce que c'est toujours intéressant de savoir, n'hésitez pas à me demander et puis j'essaierai de faire une vidéo spécifique sur chaque point, parce que honnêtement, chaque point mériterait une vidéo à part entière. Alors, le premier point, la première chose qu'on a appris avec Anso cette année, c'était à apprendre à créer un lien, un relationnel avec notre furet. Alors, on a eu Moriarty pendant quasiment 10 mois avant d'avoir Didier qui a rejoint la troupe. Donc, on a vraiment eu le temps d'approfondir cette relation avec Moriarty et de créer le lien entre nous, qui a d'ailleurs pris un peu de temps. Mais qui était super intéressant à construire. Alors vraiment voilà, il n'y a pas de secret, être patient, parce que chaque furet est différent, tout comme nous on est différents, et du coup certains vont être plus en confiance que d'autres. Nous on a pu voir avec Didier, ça allait beaucoup plus rapidement, avec Morty ça a pris vraiment plus de temps, mais vraiment être patient, aller à son rythme, et puis pas hésiter à aller au contact, vraiment, lui montrer qu'en fait on a envie de partager du temps avec lui. C'est des animaux, mais ils sont hyper sensibles à ça. Ils le ressentent vraiment. Ils voient quand on cherche à les éviter ou quand on cherche vraiment à passer du temps avec eux. D'autres choses, par exemple les découvertes, stimuler les découvertes, parce qu'en fait, il va vraiment sentir qu'on lui apporte de la nouveauté et que en fait, c'est cool parce que ça veut dire que quand on est ensemble, c'est intéressant pour lui. Ça enrichit. Les balades, c'est pareil. Et d'ailleurs, les balades, c'est super intéressant parce que finalement, il est dans un environnement qui est vraiment inconnu pour lui et on va être son seul point de repère en fait. Donc du coup, il va être plus à même à vouloir venir vers nous, où il va se laisser plus facilement rassurer. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a constaté, c'est pas encore tout à fait fait, mais on a remarqué, en ce moment on est en train d'expérimenter aussi entre deux furets, du coup, Morty et Didier, qui sont pas encore super copains. Mais en vrai, les balades, ça leur fait énormément de bien parce qu'ils se retrouvent ensemble dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, ils ont beau pas être tout à fait rassurés l'un avec l'autre, mais là, ils savent que finalement, c'est le seul point de repère qu'ils ont, c'est l'un et l'autre. Du coup, ils vont passer beaucoup plus de temps ensemble, voire même à rechercher le contact physique ensemble, là où à la maison, ils vont peut-être beaucoup plus se poser de questions et beaucoup moins le faire de façon spontanée. C'est super intéressant. Salut à tous, c'est moi le Sam du futur. Bon, je vous interromps quelques minutes pendant cette vidéo, simplement pour faire une petite mise au point. Cette vidéo, j'ai commencé à la tourner début janvier, mais j'ai pas pu commencer à la monter avant début février. Alors vous vous doutez bien qu'en un mois il s'en est passé des choses, et en effet, ce que je dis dans ce point-là et précisément à ce moment-là, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, c'est plus le cas aujourd'hui. Didier et Moriarty s'entendent à merveille. C'est des vrais colocataires, des vrais potes, des vrais copains, jamais l'un sans l'autre. Et en effet, les promenades, ça a bien aidé. Voilà, c'était juste pour faire cette petite mise au point qui fait quand même bien plaisir. Et je vous laisse pour la suite de la vidéo. A plus. Numéro 2. Être patient pour l'apprentissage de la morsure. En tout cas, le désapprentissage de la morsure. Bon, alors là, clairement, les gars, je pourrais vraiment faire une vidéo entière pour parler de ça. Parce que notre expérience, elle a été très longue. 7 mois entiers où il n'a pas arrêté de nous mordre. Mais finalement, vraiment, ça nous aura appris à être patient. Patient. Patience et amour, c'est les deux mots qu'il faut retenir, vraiment.
ne pas se décourager. C'est vraiment, ça peut être hyper frustrant. Parce que souvent, voilà, quand on est propriétaire de furet, on recherche peut-être aussi l'avis d'autres propriétaires de furet, ou on peut voir d'autres propriétaires de furet avec qui ça se passe super bien, etc. Et se dire, mais nous, ça va jamais marcher, il va toujours être mordeur, c'est quoi le problème? On essaye beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui marche, et puis, c'est pas agréable, mine de rien, de se faire mordre. Du coup, on aimerait que ça s'arrête très rapidement, alors qu'en fait, non. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la morsure, c'est pas pour rien. C'est juste un moyen de communiquer que votre furet, enfin en tout cas que notre furet, il a cherché à trouver pour vraiment nous exprimer un sentiment. Donc déjà comprendre ce sentiment, c'est quoi? L'appréhension, le stress, la peur, la douleur. En l'occurrence, nous, il y a eu de ça aussi, la douleur, malheureusement, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de santé pour la première année. Donc plein de choses en fait qui sont entrées en jeu. Et vraiment ne pas se décourager. Se dire que ça va prendre le temps qu'il faut, mais que rien n'est impossible. Je me rappelle, la toute première fois qu'on a été voir notre vétérinaire, il était encore mordeur, elle nous avait dit, vous inquiétez pas, moi j'ai des patients, quand il me l'amène pour la première fois, il est hyper mordeur, et un an plus tard, plus rien. Honnêtement, on n'y croyait pas. On se disait, non mais nous ça va pas se passer comme ça, c'est sûr, il va toujours mordre. Et en fait, rien que ça n'a pas aidé. Faut essayer plein de choses, il y a plein de techniques qui vont marcher sur certains, qui vont pas marcher sur d'autres. Mais finalement, en étant patient, on a réussi à trouver une solution qui nous convenait et qui convenait aussi à Moriarty. Et qui a été vraiment un apprentissage avec le temps. Mais aujourd'hui, clairement, jamais il va poser un croc sur nous, quoi. Vraiment... même parfois je m'amuse, je joue un peu avec le feu, quand il baille, je passe mon doigt dans sa gueule, il retire sa bouche en mode non mais casse-toi, tu vas te faire mal. Donc vraiment, être patient, et à la fin c'est tellement gratifiant de voir qu'on a fait ce travail tous les trois ensemble, tant lui de son côté que nous aussi, et c'est hyper constructif de se dire qu'on a réussi à traverser ça ensemble, et que maintenant le lien est créé, et on est sûr qu'il va pas se défaire, surtout si on l'entretient. Numéro 3, on a appris à moins se poser de questions. Clairement, ça vient d'une bonne intention, on veut vraiment bien faire. C'était notre premier furet, en ce qui concerne Moriarty en tout cas. Du coup, on découvrait tout était nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le furet, c'est un animal qui est vraiment très bizarre. Et il enchaîne les situations cheloues, clairement. Il va faire des bruits bizarres tout le temps, il va se mettre dans des positions cheloues tout le temps, il va dormir d'un sommeil... hyper profond tout le temps. Des fois il va essayer de sauter ou de faire des choses cheloues, alors que voilà. C'est vraiment y a rien qui va dans cet animal, tout est bizarre. C'est ça qu'on aime. Mais du coup en ce qui nous concerne, vu que c'était la première fois qu'on l'avait, on n'arrêtait pas de se poser 36 000 questions. Mais là, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que là, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait? Est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à ci, à ça, à ça, à ça, à ça? Clairement, ça sert à rien. C'est un furet. C'est normal. Et en fait, il faut vraiment pas qu'on se prenne trop la tête. C'est quelque chose que Moriarty nous aura vraiment appris. Et maintenant, du coup, on voit avec Didier la différence. Des fois, il y a des choses qui sont inédites, hein, disons-le, dans son comportement, mais on essaye de pas s'affoler et de pas se poser trop de questions. Se dire, bon, c'est naturel. De toute façon, s'il y a quelque chose de vraiment grave, ça va se voir. Une fois qu'on connaît bien notre animal, franchement, il n'y a pas besoin de se poser toutes ces questions. Ça, c'est pas évident à faire. Ça va aussi se manifester dans le contact avec lui. Par exemple, on a pu constater que certains de nos amis qui ne sont pas du tout habitués à être en contact avec les furets, par exemple, vont vraiment pas oser le caresser ou lui présenter la main ou essayer de le porter ou quoi, parce qu'ils vont se poser beaucoup trop de questions. Mais est-ce qu'il va me mordre? Est-ce que tout d'un coup il va être il va avoir envie de jouer? Est-ce qu'il va sentir l'odeur de mon chat? Ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que ça va avoir une influence sur lui, etc. Enfin voilà. Et en fait, on a remarqué que, en tout cas, Moriarty, quand il a eu affaire à ce genre de comportement, qui est tout à fait normal, en fait, il va lui-même se poser beaucoup trop de questions. Mais pourquoi t'es pas franc avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te poses des questions? Je te demande de me prendre, pourquoi tu me prends pas? Pourquoi t'es stressé? Est-ce qu'il y a un danger que j'ai pas remarqué? Et du coup, il va être beaucoup plus sur la défensive. Alors que, à côté, on a d'autres amis qui, eux, sont venus direct et l'ont chopé direct comme ça, ou sur nos conseils et sous notre supervision, ont vraiment pu interagir avec lui.
mais vraiment il a été genre super mignon. Il s'est vraiment pas posé de questions, il s'est senti plus détendu, et vraiment ça a roulé tout seul quoi. Alors numéro 4, apprendre à présenter notre furet à nos amis, notre entourage, notre famille, etc. Voilà, c'était quelque chose, c'est un peu lié aussi avec ce que je disais juste avant, c'est quelque chose de complètement inédit parce que nous-mêmes on savait pas comment il allait réagir avec nos amis, etc. Mais en fait on a vraiment appris de cette année parce qu'au début on appréhendait énormément et en fait c'était pas bon parce que du coup tout de suite Morty il se sentait stressé, il comprenait pas pourquoi on n'avait plus confiance en lui tout d'un coup. Quand on était tous les trois, c'était nickel, on se posait moins de questions. Mais quand il y avait du monde, tout de suite on se posait carrément plus de questions, on n'avait pas trop confiance. Donc techniquement, c'est pas en lui qu'on n'a pas confiance, c'est en les gens. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il raisonne. Du coup, lui non plus, il a pas confiance. Alors que finalement, avec le temps, du coup, quand il a complètement arrêté de mordre et tout ça, on était vraiment complètement détendu à le présenter à nos amis. En fait, plus on était détendu, plus il était vraiment, il faisait sa vie, il allait vers les gens, il allait même fouiller dans les affaires, dans les sacs de nos copines, enfin voilà, des trucs comme ça. Et du coup c'était chouette parce que nos amis eux-mêmes ont pu carrément plus en profiter parce que du coup ils étaient moins stressés, donc tout de suite j'ai envie de le prendre, hop, je le prends, je le pose. Il vient sur moi, hop, je le prends, je le caresse rapidement, et puis si je le sens pas trop, je le repose, c'est pas grave. Mais voilà, du coup c'était inédit. Alors, on va voir comment ça va se passer avec Didier, on n'y est pas encore. Ça sera peut-être parmi les choses apprises en 2022. Mais Didier a l'air un poil différent quand même avec la rencontre des gens. Numéro 5, apprendre à ferret-proofer au quotidien. Ferret-proofer, qu'est-ce que c'est? C'est un mot nouveau là. En fait, le ferret-proof, c'est l'environnement qui est sécurisé pour le furet. Donc on dit qu'on ferret-proof quand on s'assure que son environnement est bien safe pour lui, que vraiment il risque rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le furet, c'est un gros dormeur, c'est vrai, mais c'est aussi un gros faiseur de bêtises. Et il est hyper têtu. Et il remarque les bêtises que vous n'avez jamais remarquées. Du coup, en ce qui nous concerne, ça a été déjà avant de recevoir Moriarty. Vraiment bien essayer de tout anticiper, mais surtout quand il était là. Parce que finalement, on a beau faire ce qu'on peut avant, c'est surtout en fonction de notre furet et de son tempérament, de son caractère, qu'on va apprendre à savoir qu'est-ce qui peut être dangereux pour lui ou pas. Par exemple, nous on a la chance d'avoir 2 furets qui sont absolument pas mâchouilleurs, rongeurs, ça ils s'en foutent. Donc les câbles, franchement on a de la chance, nickel. Et puis faut savoir qu'un furet ça peut passer dans un trou de 5 cm à peu près. Donc faut vraiment se mettre à la hauteur du furet, regarder par terre, tout bien penser comment un furet peut trouver des trucs amusants, un petit tunnel, un petit trou, pour lui ça peut être vraiment un vrai kiff. Mais aussi regarder en hauteur, et ça on n'y pense pas assez, parce que le furet il aime bien faire des cascades. Du coup, voilà, c'est aussi sympa de voir en fonction du caractère de notre furet, et ça se fait au quotidien. Ce qu'on a fait une première fois avant l'arrivée de Moriarty, ça n'a clairement pas suffi. Il faut surtout pas les sous-estimer, parce que en fait ils voient des bêtises, vraiment ils sont très ingénieux, et ils sont hyper têtus. Donc faut vraiment pas sous-estimer, il faut voir au quotidien quels sont le genre de bêtises qu'il peut être susceptible de faire et quelles sont celles qu'il va pas voir. En ce qui concerne Moriarty, franchement, il est hyper cool sur les bêtises. Parfois, il voit la bêtise, il s'en approche, il calcule, il voit comment il peut la faire. Mais en fait, rien que de faire tout ça, ça lui a demandé tellement d'énergie qu'en fait, non, mais ça vaut pas la peine, il repart faire autre chose. Didier, lui, c'est carrément autre chose, c'est un fureton. Donc il a clairement beaucoup de choses, beaucoup d'énergie à dépenser. Et du coup, on s'est retrouvé à devoir ferret-proofer, sécuriser des choses qu'on n'avait absolument pas eu besoin de faire avant. Comme par exemple notre meuble télé. Clairement, Didier, en plus, il est beaucoup plus gros, donc il arrive clairement à le monter là où Morty, lui, va galérer. Ouvrir les meubles, Morty n'a jamais réussi. Didier, en 3 semaines, il a appris comment ouvrir les meubles. Donc voilà, vraiment, sécuriser ce genre de choses, c'est hyper important. 6. Apprendre à varier son alimentation. Alors, en ce qui nous concerne, Didier et Moriarty sont tous les deux nourris aux proies, donc à la viande. Comme c'est des carnivores stricts, nous c'est le choix qu'on a fait. Jusqu'ici, Moriarty, on avait tendance à le nourrir beaucoup avec les mêmes proies, c'est-à-dire les poussins. Tout le temps, des poussins. C'est très bon pour eux, il n'y a pas de souci en termes de nutriments, ça apporte tout ce qu'il faut. Mais cette année, grâce à l'arrivée de Didier et à son éleveuse, qui nous a expliqué que ça pouvait être bien de varier et aussi donner du raw. Le raw, c'est de la viande hachée entre guillemets. C'est différentes parties de différentes proies
qui vont être broyés et qui vont reconstituer une proie entière. Et en fait, ça leur permet aussi, non seulement de pouvoir goûter à différentes proies, mais aussi du coup, chaque proie étant différente, chaque animal étant différent, chaque viande apportant des nutriments, des protéines différentes, et ben ça permet vraiment de pouvoir varier au mieux leurs besoins, etc. Et on a vu en effet la différence, parce que depuis qu'on nourrit principalement aux poussins, mais avec du raw quand même 2 fois par semaine, ça leur apporte notamment par exemple un poil beaucoup plus doux. Le poil doux vient du poisson qu'il y a dans le raw. On ne savait pas, c'est toujours bon à savoir. 7. Apprendre à respecter la photopériode. Alors c'est quoi la photopériode? Encore un autre mot. La photopériode, c'est un besoin hormonaux que les furets, après certains autres animaux et surtout les plantes aussi ont, qui est en fait de vraiment respecter au maximum la luminosité et la température naturelle pour pouvoir adapter leurs hormones en fonction du moment de l'année où ils se trouvent, pour pouvoir donc commencer les différents rues de chaleur, les différentes mues aussi qu'il peut y avoir, etc. Donc concrètement, quand il fait jour dehors, il faut que eux ils soient en journée, enfin qu'ils fassent jour dans la pièce. Et si il fait nuit dehors, c'est bien qu'ils soient dans le noir. On a découvert grâce à des ampoules, des ampoules connectées qu'on a dans notre salon, qu'on peut lancer les ampoules en allumage doux, on va dire, à partir du lever de soleil. Donc le matin, on peut même faire la grasse mat si on veut. Eux, ils ont quand même la lumière qui s'allume en même temps que le soleil se lève. Et puis, ils ont la lumière qui reste jusqu'à ce que nous, on arrive dans la pièce et qu'on puisse ouvrir les volets. Parce que comme on est au rez-de-chaussée, on n'est pas trop fan de laisser les volets ouverts. Et pour le soir, c'est pareil. On a appris à s'adapter. Donc, quand c'est possible, s'il fait nuit dehors et que nous, on a quand même envie de rester au salon, on peut mettre un drap noir sur la cage, pas trop épais pour pas les étouffer non plus, mais ça permet de pouvoir eux voir la différence. Ah là ça y est, il fait nuit, et nous de pouvoir vivre notre vie quand même. Ou alors dans le pire des cas, si vraiment on n'a pas envie de se prendre la tête avec le drap, qu'on sait qu'on va pas rester super longtemps, allumer une lumière vraiment très tamisée, vraiment très douce, le minimum qu'on peut, juste histoire de se poser tranquillement et d'être au calme. Et voilà, c'est des petites habitudes un peu qu'on a forcément qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais une fois qu'on les a prises, ça se fait tout seul. Alors 8 je crois, apprendre la rigueur dans l'entretien quotidien et global du furet. Alors ça va se manifester de différentes façons, encore une fois. Nous en ce qui nous concerne avec Anso, on a appris la rigueur notamment à l'entretien quotidien, curer les litières quasiment tous les jours. Si vraiment on peut pas le faire tous les jours, c'est une fois tous les 2 jours. Chercher les poussins, parce que ça aussi c'est cool, quand ils ont pas fini de manger leurs poussins, on a droit à un joli jeu de cache-cache dans la cage pour essayer de trouver le poussin, les coquins. Bref, et puis voilà, après plus globalement chaque semaine prendre le temps vraiment de tout bien nettoyer, de tout bien refaire, remonter, refaire des cages différentes aussi pour pouvoir éveiller aussi chez eux des espèces d'enrichissement. On est super fiers là-dessus parce que clairement on n'a pas du tout raté une seule cage depuis qu'on les a adoptés. Ça c'est cool parce que c'était le truc qu'on appréhendait un petit peu. Est-ce qu'on arrivera sur la durée à tenir le rythme? Franchement on l'a fait, et au contraire c'est même un plaisir parce que déjà on est 2 donc c'est cool, on peut s'aider beaucoup plus facilement. Eux ils sont en parc à côté quand on leur refait leur cage, donc ils voient qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'occupe de leur cage. Et puis à la fin c'est super plaisant de voir la cage toute propre, toute belle, même si elle dure que 15 secondes comme ça parce qu'ils la retournent, parce que ils aiment pas l'aménagement, ils veulent refaire la déco intérieure à leur façon. Mais voilà, ils sont super contents, pressés de voir ce qu'on leur a fait. Et c'est marrant de voir dans leurs yeux quand ils sont contents de la nouvelle cage qu'on leur a fait, ou alors quand ils trouvent que là franchement cette semaine vous étiez pas inspirés les gars, c'était nul quoi. Donc c'est super drôle. Alors numéro 9, apprendre à fabriquer des fonds de cage. Ça c'était trop cool, c'est Anso surtout, et elle en était trop fière. En fait on n'osait pas parce qu'on avait peur de pas réussir à bien le faire, et en fait elle a réussi à le faire super facilement, justement grâce à une des vidéos de Ferret Friendly Neighbors, la youtubeuse canadienne dont je vous parlais en introduction. En fait c'est vraiment des espèces de, vous savez, des étuis pour la cage, pour éviter que ça se salisse, les plateformes, et pour que ce soit beaucoup plus simple à l'entretien. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus joli. Au début, on mettait juste des serviettes.
Maintenant on met ça, clairement c'est canon et c'est hyper douillet, ils aiment bien juste dormir dessus en plus. Alors c'est un pur kiff et en plus c'est une fierté d'Anso, alors big up. 10. Être créatif dans la conception de nouveaux jouets ou de dodo. Alors c'est un petit peu lié avec ce que je disais juste avant. C'est vraiment apprendre à avoir l'esprit au maximum ouvert. Maintenant on se surprend avec Anso quand on est dans les magasins à regarder les choses et à imaginer comment on pourrait l'exploiter pour nos furets. C'est super drôle, on se retrouve à faire des trucs vraiment complètement loufoques. Par exemple, une fois, on a acheté un gros seau de chips comme ça. En fait, c'était un seau en carton qui était hyper gros. Je vous le montre. Et en fait, à l'intérieur, il y avait le sachet de chips. Donc les chips n'étaient pas directement en contact avec le carton. Et en fait, on a acheté le truc simplement parce que la forme du carton nous a fait kiffer. Et ben devinez quoi, plein dans le mille, Morty il a adoré. Ça fait un dodo, ça fait un jouet. Enfin, il adore vraiment. Et c'est plein de trucs comme ça. Par exemple, attendez. Regardez, c'est pareil. On a réussi à dénicher cette vieille guitare qui est complètement cassée. On s'en est pas encore servi. Mais on compte en faire un dodo en déchirant. C'est pas du papier les gars. En découpant la partie qu'il y a ici. Et en mettant vraiment du dodo en dessous, enfin voilà, on compte faire un truc plutôt sympa. Et c'est pareil pour les dodos du coup, ça revient un peu cher du coup au bout d'un moment de racheter des nouveaux dodos tout le temps. Du coup, Anso elle aime bien les faire pour les furets. Et c'est voilà, trouver des nouvelles formes. Et surtout aussi, Anso a vraiment appris la créativité de réutiliser des vieux trucs. Et c'est hyper gratifiant pour elle de savoir que le vieux peignoir qu'on se sert plus, qui est encore tout douillet et que Morty adore, oh tu sais quoi, hop, transformé en dodo, et lui il adore, il kiffe. Numéro 11, j'ai passé le doigt, bref, numéro 11, la découverte de youtubeurs, de créateurs, d'éleveurs, en rapport du coup avec toujours le furet. Du coup c'est un tout petit poil lié avec ce que je disais juste avant aussi. Pour la conception de dodo par exemple, on a découvert des créatrices qui sont hyper douées, de talent vraiment. Je pense à Luigi's Sleeping Factory qui fait plein de dodos super mignons et super appréciés d'ailleurs par Morty, disons-le clairement. Des chaînes YouTube aussi qui étaient hyper instructives, que ce soit tant en France avec les furets malins, qui est toute une chaîne qu'une propriétaire de furet a fait sur ses furets et qui explique vraiment en détail comment bien prendre soin de son furet. C'était super intéressant. L'approche est pas trop celle que nous on aurait abordée, mais le contenu est vraiment hyper intéressant. D'autres chaînes YouTube aussi, je pense notamment à des chaînes anglaises, américaines qu'on a découvertes, Modern Furets par exemple, une grosse chaîne de furets en Amérique, Ferret Friendly Neighbors qui est canadienne et qui est celle dont je vous parle en intro, et en ce moment on est en train de binger sa chaîne YouTube parce que vraiment c'est super intéressant, très créative aussi, c'est elle qui donne plein d'idées aussi de comment détourner les choses pour faire pour des furets, etc. C'est vraiment génial. Les éleveurs c'est pareil, tant celui de Morty que celui de Didier, que celle de Didier, ils ont été au top et c'est vraiment hyper enrichissant. On est super content d'avoir rencontré tous ces gens qui sont hyper talentueux, hyper passionnés et ça fait trop plaisir. Alors 12, appréhender la communauté furet. Alors là c'est le côté un peu négatif on va dire du point d'avant, mais qu'on a appris et que du coup on continue d'apprendre aussi. Il y a beaucoup de propriétaires de furets qui communiquent énormément entre eux via Facebook, sur des groupes, etc. C'est hyper constructif parce que ça peut aussi apporter beaucoup de bons conseils, de bonnes idées, etc. Mais ça peut aussi être un petit peu négatif dans le sens que malheureusement il y a beaucoup de débats sur plein de choses concernant le soin du furet. Personne n'est jamais d'accord. Tout le monde a sa façon de faire. Le problème c'est que voilà, sur les réseaux sociaux, les gens sont hyper violents. Le peu de savoir qu'ils peuvent avoir, ils s'en servent tout de suite pour détruire ou pour insulter, etc. C'est vraiment pas cool. Du coup, voilà. Apprendre, nous aussi, on était contents au début de pouvoir échanger avec des propriétaires de furets, surtout via les groupes de nos éleveurs, montrer des photos, partager des astuces, etc. Maintenant, on prend beaucoup plus de recul. Alors, il n'y a pas que du négatif, on a aussi fait des rencontres plutôt sympas. Une propriétaire de furet pas trop loin d'ici qui a pu d'ailleurs garder Moriarty quand on était en vacances, avec qui ça se passe vraiment super bien, elle est super gentille. Il y a aussi une autre dame super gentille qu'on a découvert aussi via ces groupes, qui elle a carrément monté un refuge, le repère des furets, tellement elle est
passionnée et expérimentée, ça fait depuis des années et des années qu'elle a des furets et qu'elle les étudie vraiment. Elle est sur le point de sortir un livre cette année. Elle a mis en ligne une formation. Elle partage énormément de choses et elle a vraiment beaucoup de savoir. Elle est très gentille. Enfin voilà, il y a quand même des gens qui sont vraiment super appréciables. Mais faut savoir prendre le recul et aussi ne pas oublier que finalement, le propriétaire du furet, eh ben c'est nous. Moriarty, c'est nous ses propriétaires. Alors que ce soit les gens sur Facebook, les autres propriétaires ou même les éleveurs, ben finalement ils vont nous donner des conseils, mais finalement c'est nous qui allons prendre la décision et c'est à nous de créer notre expérience, d'essayer des choses. Certaines choses vont réussir, d'autres pas, c'est normal, c'est comme ça. Et puis apprendre à connaître notre furet, eh ben notre furet peut aussi fonctionner différemment des autres furets. Donc tout ça aussi c'est un apprentissage parce que ça prend du temps et on est vraiment très sensible au regard des autres finalement sur soi, surtout quand on veut bien faire pour nos animaux. Mais voilà, maintenant on a compris qu'on prend du recul et qu'on sait vraiment prendre nos décisions pour notre furet et puis finalement ça regarde que nous. 13. Apprendre à gérer la saison estivale avec le furet. Faut savoir que pour les furets, la chaleur c'est très mauvais. Ils ne supportent vraiment pas. Ils peuvent supporter jusqu'à 25 degrés à l'ombre. Mais ça monte assez vite. Et Dieu sait que du coup à Bordeaux, et puis surtout cette année, on a eu des chaleurs quand même assez fortes. Donc du coup, on était content de recevoir Moriarty en hiver. Ça nous a permis d'apprendre à le connaître et puis d'appréhender mieux l'été, voir comment on gère. Franchement, écoutez, ça l'a fait. On a trouvé aussi nos techniques entre tapis rafraîchissants, bouteilles d'eau glacée, pain de glace. Morty déteste l'eau, donc clairement on peut pas lui faire des petites piscines. Mais voilà, le mouiller avec un gant. Voilà, on a trouvé on a appris les petites techniques. À partir de quand est-ce qu'il faut mettre la clim dans sa cage. C'est pareil, les poussins, combien de temps on les laisse. Voilà, ça a été un apprentissage. Maintenant c'est fait, on est content. Deuxième été avec Didier, on le sent bien les gars. Alors, 14. Je sais pas pourquoi je fais 6. 14. 14. L'inverse. Un furet peut avoir froid. On savait que le furet gérait mal la chaleur, mais que par contre le froid il le tenait plutôt bien. Eh ben on pensait pas que le furet pouvait avoir froid, et en effet, là à partir de octobre, novembre, peut-être plus novembre d'ailleurs, quand on faisait des balades avec Morty par exemple, on sentait qu'il commençait à grelotter. Alors on le prenait dans le bras, etc. Il avait les coussinets tout froids, donc il fait un peu froid pour Monsieur Moriarty. Donc il va falloir attendre et que les températures remontent doucement. C'est inédit pour nous parce que nous qui maintenant faisions des balades à peu près une fois par semaine, on se disait une fois qu'il fera froid, c'est bon. À partir du moment où il n'y a pas de vent, on comptait le sortir quand même. Eh ben non, 15 je crois. Bien gérer les urgences médicales. Alors malheureusement, on aurait bien aimé ne pas avoir à apprendre ça, mais cette année on a été servi parce que Morty a beaucoup fait d'aller-retour le pauvre vers le veto. Et donc on a dû gérer ça. C'était inédit, mais bon, au moins maintenant on a appris et on saura faire. Voilà, c'est ne pas paniquer surtout quand il y a une urgence, notamment en ce qui concerne Moriarty, quand il s'étouffait. Surtout ne pas paniquer, apprendre les gestes d'urgence, savoir être patient. Quand c'est comme ça, on a envie d'aller vite. Mais non, il faut surtout pas, faut être patient même avec lui, y aller doucement, on ne se presse pas. On le prend, même s'il est en train de s'étouffer, on le prend, on le met dans la cage de transport, on y va doucement, il faut pas qu'il panique. No stress. Zen. C'était pas évident, mais voilà. Se préparer aussi à l'avance, préparer la cage de transport, un petit sac éventuellement avec tout ce qu'il faut dedans. Avoir un bon contact avec la veto aussi, c'est important. Savoir vraiment tout de suite lui donner un suivi régulier pour qu'elle puisse savoir, etc. Et puis encore une fois, ne pas désespérer, ne pas céder en tout cas au désespoir ou à la peur. Donc voilà, c'est apprendre à gérer ça. C'est la partie moins drôle, mais il faut le faire aussi. 16, du coup après le veto il y a quoi? Il y a les médocs. Apprendre à donner le médoc. Clairement c'était quelque chose qui nous stressait énormément. Anne-Sophie parce que c'était à elle de lui donner principalement, c'était plus simple. Et puis moi aussi parce que je tenais quand même à apprendre comment le prendre et tout ça pour pouvoir aider Anso. Et en fait, il faut le prendre par le cou et le tenir pour lui donner tout son médoc. C'était quelque chose que vraiment on voulait pas faire parce qu'on avait peur de lui faire mal, parce qu'on ne croyait pas que ça lui faisait pas mal. Et vraiment, ça ne lui fait aucun mal, il ne sent rien. Jusque-là, il a accepté de prendre son médoc que quand on lui donnait avec de la friandise ou de la viande dans une petite cuillère. Et il a accepté de le prendre que comme ça si nous on lui donnait. Mais par lui-même, forcément, il n'allait pas le prendre. Du coup,
c'est bien mignon quelquefois, mais au bout d'un moment, on est bien obligé d'apprendre à le prendre par le cou et à lui donner, parce qu'on n'a pas toujours le temps de lui donner le médicament à allure lente, etc. Et finalement, bah ça a marché, la veto nous a montré, on a réussi, tant Hanso que moi. Maintenant c'est une habitude, on sait le faire pour Morty, on sait le faire pour Didier. C'est hyper important parce que ça permet tant de pouvoir lui donner le médoc, mais aussi si on a besoin de voir si tout va bien, comme ils ont tendance à bouger énormément, le tenir comme ça, brièvement, et puis après on le félicite, ça lui permet vraiment de voir un petit peu si tout va bien, etc. 17. Apprendre qu'un furet, ça pue. Et ouais, alors jusque là, j'avoue qu'on n'y croyait pas trop. On le voyait un peu partout sur internet avant l'adoption, mais une fois qu'on a eu Morty, bon, il a son odeur à lui, mais clairement il pue pas. Particulièrement en partant du principe qu'il est en plus de ça implanté, son odeur est clairement diminuée. Et puis Didier est arrivé. Et ouais, et Didier le petit fureton, il a beau être implanté, c'est pas un fureton, c'est un putois. Un vrai putois sauvage qui creuse dans la terre et qui sent bien fort de partout. Les oreilles, le cou, les pattes, partout. Donc maintenant on le sait, Didier pue, mais c'est comme ça, on l'aime quand même, il est super mignon, et c'est pas l'odeur de saleté. C'est le sébum qu'il dégage qui le rend comme ça, parce que le sébum permet à sa peau et à son pelage de le protéger, et du coup, bah, le laver, c'est pas du tout la solution, on l'a jamais fait, et sincèrement, vu le temps qu'ils passent eux-mêmes à se faire la toilette, ça sert à rien de les laver. C'est juste des odeurs individuelles. 18. Apprendre à gérer l'arrivée d'un nouveau furet. C'est quelque chose qui nous faisait énormément appréhender, particulièrement moi. C'était la raison principale qui faisait qu'on ne voulait pas adopter de deuxième furet plus tôt. Mais finalement, on en a adopté un deuxième et on a été obligé d'y passer. Sincèrement, on l'a géré et maintenant c'est fait. Il y a plein de choses à prendre en compte. Vraiment, la quarantaine d'abord, apprendre à faire une bonne quarantaine, donc minimum 15 jours, si c'est pas 3 semaines. Ça veut dire vraiment avoir aucun contact l'un avec l'autre. Et ça veut aussi dire, quand on va empapouiller un, il faut qu'on se lave les mains. Et si on peut aussi se ressaper, enfin changer de fringue, on le fait. Pas obligé, mais bon, c'est toujours bien. Bien se laver les mains, le visage et les bras, parce qu'ils ont tendance à toucher toutes ces zones. Du coup, ça veut dire qu'il faut quand même jouer avec eux chacun leur tour. Ça prend du temps et de l'énergie. Une fois que la quarantaine est faite, il faut faire une rencontre douce. Ça se fait progressivement. Je peux faire une vidéo si vous voulez en savoir plus. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est un peu stressant quand même, on va pas se mentir. Mais honnêtement, ça se fait. Maintenant c'est fait, c'est fini. Il reste plus qu'à bien resserrer le lien entre eux. Numéro 19, apprendre à gérer les rencontres et les cris qui vont avec. Et ouais, parce que quand deux furets se mettent ensemble, pour les premières rencontres, ça se fait pas en douceur. En tout cas, nous, ça s'est pas fait en douceur. Ils vont crier, hurler, pleurer, mais il faut vraiment les laisser faire. Et c'est ça le plus horrible. Les seules raisons pour lesquelles on va les séparer, ça va être des cas extrêmes, pipi, caca ou du sang. Voilà, c'est tout. S'il y a ces trois éléments-là, on sépare. S'il y a aucun de ces trois éléments-là, on est obligé de les laisser se fighter, parce que ça va permettre à eux de pouvoir s'appréhender, comprendre qui est le plus fort, et à partir de là, créer des relations stables. Ça reste horrible, parce que clairement, il y a nos deux furets qui sont en train de hurler. Du coup, nous, il faut qu'on le gère. On voit les furets crier, on voit Morty pleurer, on voit Didier feuler, mais on doit pas intervenir. Et ouais les gars, je peux vous dire que ça se fait pas en un jour. En plus de ça, faut gérer les rencontres. Savoir aller au rythme l'un de l'autre. Chacun ont des tempéraments bien différents, j'y reviendrai plus tard. Il faut aller à leur rythme. Sachant que dans le tas, on a un fureton. Et le fureton, il est hyper distrait. Clairement, pendant les rencontres, lui, si on est dans la même pièce qu'eux, il va plus être intéressé par nous pour rester avec nous que par son copain qu'il n'a jamais rencontré. Du coup, on a été obligé, bien souvent, de quitter la pièce, mais d'établir des petits stratagèmes pour les laisser sous notre surveillance, et puis de les laisser faire. Et quand c'est comme ça, vous les entendez hurler, c'est horrible. Numéro 20, on a appris la différence entre un fureton et un furet adulte. Déjà, faut partir du principe que nous, on a fait les choses un peu à l'envers, on a commencé par un furet adulte. Globalement, les gens commencent souvent par prendre un petit fureton et puis ils voient la différence. Donc du coup, on n'était pas tout à fait conscient du décalage que ça pouvait provoquer. Et pourtant, en ayant reçu Didier, clairement, on a bien vu. Par exemple, au niveau du jeu, Didier, il est hyper motivé, il est déter. Le temps de jeu, pour lui, c'est sa best life, quoi. Il va rien rater, il va être tout le temps en train de jouer, trouver des moyens de faire le pitre ou de jouer. Alors que Morty, lui, il va être plus posé, il va jouer beaucoup moins dans la journée, il va plus préférer rester à poser, à nous regarder ou voilà, à dormir. La propreté aussi, c'est un point qui fait différence. Morty est hyper propre. Clairement, globalement, la moyenne d'accidents de hors-piste
de leurs besoins. Pour un furet, c'est à peu près une fois par mois. À part ça, ils peuvent être très propres, mais une fois par mois, ils peuvent faire leurs besoins hors litière. Clairement, Morty, lui, la moyenne, elle tombe à une fois tous les 3 mois. Didier, lui, l'apprentissage de la propreté est en cours. Ça va se faire, mais faut lui laisser le temps. C'est pareil, les câlins. Didier, lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec nous. Alors que Morty, lui, ce qui va l'intéresser, c'est vraiment les câlins. Enfin, voilà. Et tout plein d'autres choses qui vont faire la différence. Et clairement, c'est un kiff de voir la différence des deux parce que c'est hyper complémentaire. On a l'impression vraiment d'avoir un vrai furet depuis qu'on a Didier. Parce que du coup, on passe beaucoup plus de temps avec lui qu'avec Morty. Parce que Morty a pas le même tempérament. Et numéro 21, c'est un peu lié avec le vin, mais c'est un peu plus précis. On a appris à bien voir la différence de caractère entre nos deux bébés. Clairement, ils ont pas du tout le même tempérament. Par exemple, au niveau des balades. Didier, lui, les balades, il va adorer. Il va vouloir absolument tout voir, tout faire, tout sentir, tout toucher même. Morty, lui, il adore les balades aussi. Mais il aime bien aller plus à son rythme, à la rigueur, renifler 2-3 trucs. Mais il va pas être dans le délire de creuser, par exemple. Il va aimer qu'on le prenne dans les bras aussi pour le balader. Surtout en ce moment, vu qu'il fait froid. Quand il fait chaud, c'est encore différent. La communication, par exemple, c'est pas la même non plus. Didier, lui, quand il va vouloir qu'on le prenne, il va carrément nous escalader la jambe pour qu'on le porte dans les bras. Alors que Morty, lui, il va se mettre sur nos pieds et il va nous regarder en attendant qu'on le prenne. Le caractère en lui-même aussi est clairement différent. Morty, il est super mignon. C'est un caractère trop adorable qui est hyper gaga des câlins, des massages là comme ça. Il adore, c'est sa best life. Mais il a aussi son petit caractère. Il va jamais mordre, il va jamais feuler, il va pas être agressif ni méchant. Mais on va voir dans ses yeux, quand on va faire un truc qu'il aime pas, il va le faire quand même. Mais bon, vous me saoulez quoi, hein, il va le dire dans ses yeux. Alors que Didier, lui, il est clairement dans la résilience. Mais pas la résilience négative, c'est vraiment le truc genre, j'ai pas envie de le faire, mais si ça vous éclate, allez on le fait, c'est pas grave. Et du coup, ça apporte des situations hyper loufoques dans ses yeux. Ils communiquent tous les deux énormément avec leur regard. C'est impressionnant. Bon, et vous savez quoi les amis, je vous ai fait une petite feinte. Numéro 22, on a appris à quel point on était passionné. C'est une des passions qui m'a le plus animé dans ma vie, clairement. J'ai appris tellement de choses à son contact. Sur lui, mais sur moi aussi. Différentes qualités, la patience, la persévérance, la confiance en moi et en lui aussi. Apprendre aussi à aller au rythme de son tempérament. Et puis à apprendre à quel point ça peut faire du bien de s'en occuper et à quel point il nous le rend même s'il n'a pas la faculté de communiquer avec des mots. Franchement, c'est une passion qui va m'animer encore très très longtemps je pense. Et qui va aussi m'ouvrir, je pense, plein d'expériences qui vont être vraiment top. Et j'aimerais vraiment approfondir ça. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de choses qui traitent des furets, tant des documentaires que je sais pas, de la vulgarisation ou même du merchandise, des fringues, des trucs comme ça. Parce que franchement, je suis clairement le public cible. Hanso, c'est pareil. Et c'est vraiment un kiff d'avoir découvert cet animal. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, les amis, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de faire au mieux. Et puis, écoutez, c'était un format que j'avais bien envie de faire depuis un petit moment. Je me lance, je sais pas trop ce que je vais en faire. On verra pour la suite, j'ai quelques idées, mais ce sera à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. J'ai différents autres formats encore en tête. N'hésitez surtout pas à me poser plein de questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire aussi vos envies, s'il y a des choses qui vous intéresseraient, des formats vidéo ou même que je revienne sur certains points. Et puis moi ça me fait vraiment plaisir encore une fois de partager toute cette passion avec vous. Et puis j'espère que ça vous fera kiffer. On verra peut-être pour une prochaine fois. Mais en attendant les gars, passez une bonne journée. À plus.